Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Gotcha. Un épisode qui, on le sait, arrive un peu plus tard qu'on vous l'avait promis, mais qui va quand même être rempli de toutes sortes de nouvelles et d'essais. Notamment, moi, j'espère bien vous rendre jaloux avec l'essai de la Mercedes S63 AMG E Performance. Ben oui, c'est un peu de ma faute si on n'a pas été là pendant quelques temps, mais là, j'ai fini ma première session au doctorat et je suis ici pour vous parler de mon essai de la Kia K4 et du Hyundai Tucson. Évidemment, on va aussi parler de nouvelles sérieuses et un peu moins sérieuses. Je suis très content de vous retrouver. Moi, c'est William Bouchard. Et moi, c'est Marc Bouchard et vous écoutez Gotcha. Alors oui, William, on va te blâmer tout de suite pour les délais qui sont arrivés. C'est pas vrai, en fait. Je suis très heureux de voir que tu as consacré autant de temps à tes études plutôt qu'au podcast, même si oui, je me suis Ben ennuyé merci. au point où j'en ai même fait un épisode tout seul. Ben, c'est très bien, hein, puis honnêtement, qui sait, peut-être que moi, je vais en faire un tout seul pendant que je vais avoir du temps et que toi, tu vas être en vacances. Ça pourrait peut-être être intéressant aussi. Mais dans tous les cas, je suis content de te retrouver. Je suis content de pouvoir te parler de deux essais aujourd'hui. Donc, ça va être un peu mon épisode, là. Hein. D'habitude, c'est toi qui nous fais ça. Mais là, ça va être à moi de te parler de deux de mes essais qui sont peut-être moins impressionnants que le tien, par contre. Ouais, j'avoue que moi, je vous en parle parce que je sais pertinemment que c'est le genre de véhicule que vous n'achèterez probablement jamais. En tout cas, écoutez, avoir le chiffre de vente, les statistiques sont en ma faveur, c'est clair. Non, mais Écoutez, écoutez, si vous vous en achetez un, bravo, là. Hein. oui, oui, absolument. Écoutez, je ne vous dis pas de ne pas l'acheter. Au contraire, je vous invite à l'acheter si vous avez les moyens de le faire. Petit bémol, je vais commencer immédiatement en vous disant que c'est un véhicule dont le prix de base est à 205 000 auquel s'est ajoutée une longue série d'options, comme c'est souvent le cas du côté des véhicules allemands. Au total, 246 800 c'est le prix affiché sur l'étiquette de la Mercedes S63 AMG que j'ai eu l'occasion d'essayer. Écoute, je dois te dire que, évidemment, avec ce genre de véhicule-là, c'est un peu difficile de trouver de vrais défauts. Il y a des prétentions peut-être qu'on aurait voulu différentes un peu parce que, à ma grande surprise, bon, il faut rappeler que AMG, les amateurs le connaissent, c'est la division de performance de Mercedes-Benz. Ça veut dire que les moteurs qui sont, entre autres, sous le capot de ces véhicules-là sont des moteurs qui sont assemblés à la main et qui sont vraiment le sommet de la performance. Dans le cas de la S63, non seulement on a un moteur V8 4 litres biturbo qui a été justement fait à la main, qui est d'ailleurs signé de la personne qui l'a assemblé, mais il est jumelé à une motorisation électrique qui est parce que ce que je n'avais pas réalisé rapidement, c'est que c'est un hybride branchable. Donc, Ça petite explique batterie. la consommation très basse, hein? Désolé, peut-être que je skip un peu, mais ça m'a impressionné quand tu m'en as parlé parce que la consommation est absolument minuscule, là. Attends, et j'ai même fait aller-retour Québec et c'est encore plus bas que ce à quoi je m'attendais. Évidemment, ça vient avec la moyenne parce que je l'ai branché puis j'ai utilisé. Mais remarque que c'est pas une grosse consommation, c'est pas une grosse autonomie électrique, là. On a une petite batterie de 13 kWh, mais ça fait à peine, j'insiste, à peine 26 km d'autonomie, Ce qui est ce pas qui n'est pas énorme. vraiment beaucoup. Mais c'est combien de litres au 100, là? Juste pour que je me souvienne. Eux autres, tu vois, on nous annonce 11,5 sur autoroute, à peu près 14 de mémoire sur route en ville. Mais quand j'ai fait l'aller-retour Québec, OK, et bien sûr, je me suis branché, ça m'a donné 9,8. Je veux dire, c'est fascinant. Et là, on vous parle de tout ça, mais il y a un détail que j'ai oublié de mentionner, c'est que c'est la Mercedes la plus puissante qui a jamais été construite, offerte 791 chevaux, 1055 livres-pieds de couple. Boîte automatique, 9 vitesses, c'est probablement le défaut d'ailleurs. Hein? J'ai été étonné parce que quand je suis arrivé à Québec, bon, parce qu'il n'y a pas de troisième lien, non, mais il fallait que je fasse la blague, là. J'ai été coincé dans la circulation en arrivant à Québec. Mais, T'as pogné la demi-heure par semaine. et puis écoute, sincèrement, là, ça a pris 18 minutes faire les 5 km de congestion.
À Montréal, ça m'aurait probablement pris 1 heure et demie. Mais bon, Bon, c'est arrête de parler de ça, papa, là. On va commencer à perdre les des auditeurs de auditeurs. Québec, là. Mais bref, tout ça pour dire que, effectivement, donc j'étais coincé. Je roulais pas très rapidement, bien entendu. Et la transmission donnait des coups quand elle réaccélérait. Et ça m'a un petit peu dérangé, je dois le dire, mais c'est probablement là, certaines circonstances. Je dois te parler de ce véhicule-là, mais il y a tellement d'affaires à dire que je pourrais en parler pendant 1 heure. D'abord, il faut rappeler que c'est une classe S. La classe S, c'est quoi? Ben, c'est la plus grande berline qui est offerte du côté de chez Mercedes. Ça veut dire une grosse voiture 4 portes, OK, qui est gigantesque. En plus, dans mon cas, j'ai la version, disons, avec les sièges exécutifs à l'arrière. Donc, ça veut dire le siège qui s'abaisse en avant, les pattes te lèvent, là, l'option Lazy Boy, si tu veux, avec la petite tablette tactile en arrière pour commander les différentes fonctions. Bref, c'est une vraie limousine, là, un vrai véhicule avec chauffeur. C'est parfait pour ça. Ajoute à ça le fait que c'est un véhicule qui est hyper confortable. Hein? Les sièges, évidemment, position de conduite que tu peux aménager comme tu veux. Quand tu vas dans le tableau de bord, tu peux modifier non seulement la position des lombaires, mais comment les épaules sont appuyées, comment le siège réagit. Tu peux l'activer de façon cinétique, ce qui fait que quand tu conduis de façon plus dynamique, il va, par exemple, se resserrer sur toi pour t'empêcher de te promener d'un bord à l'autre. C'est vraiment complètement fou. Il faut que je te rappelle que ce véhicule-là, c'est une grosse berline. Hein? Grosse berline confortable. Mais avec ses 791 chevaux et le moteur électrique qui donne le couple immédiatement, ça fait le 0-100 en 3,3 secondes. Je sais pas si tu sais, là, mais Ben, tout ce que 3,3... tu dis, c'est comme les extrêmes, là. Ça a pas une super grosse consommation, c'est électrique, hybride branchable, ça fait le 0-100 instantanément, c'est n'importe quoi, là. C'est absolument incroyable tout ce que ça peut faire, ce véhicule-là. Évidemment, c'est d'une grande douceur, suspension adaptative, tout est là. Écoute, c'est fascinant. Bon, siège avant, je te l'ai dit, là, on peut placer tout ça. Bien sûr, ils sont massants. Tu auras compris qu'il y a plusieurs modes de massage aussi, là. Non, mais Euh, rendu là, ça, je m'y attendais, là. Comme ça, t'avais pas besoin de le spécifier, là. mais non, c'est ça. C'est qu'on est rendu vraiment à un niveau exceptionnel. Évidemment, c'est d'une grande insonorisation. Moi, j'avais la version avec le système Burmeister, système audio Burmeister. Écoute, la sonorité là-dedans, c'est littéralement une salle de concert, mais tu peux opter aussi pour changer les modes de conduite. Et comme c'est un AMG, tu peux régler, bien entendu, non seulement les modes de conduite, mais les différentes composantes du véhicule. Donc, la réaction des suspensions, la réaction du volant, la réaction d'accélération. Tu peux changer la sonorité de l'échappement aussi. Quand tu le mets en mode sport, tu entends ça. Tu as le mode sport plus qui est un peu plus extrême. Bref, tu as absolument toutes les fonctions possibles et imaginables sur ce véhicule-là. Bien sûr, on a déjà vu d'autres types de véhicules de cette nature-là, mais celui-là, honnêtement, il est assez exceptionnel. Avec la consommation, bien sûr, on nous annonce 14 litres ou à peu près, là, 13 litres peut-être de moyenne en combiné. Probablement qu'effectivement, quand je vais avoir fait de la ville un peu plus, je vais me retrouver avec une consommation beaucoup plus élevée. Mais dans l'ensemble, c'est totalement spectaculaire. Ta mère s'est pas encore assise en arrière. Moi, je pensais que pour aller faire une randonnée, ta mère s'assoirait derrière et profiterait du siège exécutif, mais elle ne l'a pas encore fait. Je suis persuadé qu'au cours des prochains jours, parce que je l'ai encore pour quelques jours, ça va finir par arriver. Mais dans l'ensemble, c'est vraiment un véhicule qui est spectaculaire. Est-ce que c'est ultra dynamique en conduite? Ben, c'est sûr qu'en mode sport, les suspensions deviennent un peu plus rigides, mais ça demeure une énorme berline. C'est vrai que en ligne droite, le 3,3 secondes est impressionnant, mais ça demeure quand même une énorme berline avec le poids qui vient avec. Oui, c'est agréable à conduire, mais honnêtement, je veux dire, c'est pas la performance. Oui, la performance est intéressante, mais hier, moi, je me serais en allé, je veux dire, je serais allé jusqu'à Rimouski puis je serais revenu dans la même journée, là. Ça me dérangeait pas du tout. D'autant qu'en plus, bien entendu, parce que c'est un véhicule extrêmement raffiné et sophistiqué, on a ajouté l'aide à la conduite la plus autonome possible. Donc, tu as bien sûr un régulateur de vitesse intelligent, hein, comme c'est de plus en plus la norme. Tu as des caméras un peu partout. Toi qui aimes les caméras 360, c'est véritablement là, tu en as partout. Mais tu as aussi un système de maintien en voie. Donc, bien sûr, la voiture te garde à la bonne place. Tu dois garder les mains sur le volant, cependant.
OK, je te le dis tout de suite, là, si tu lâches trop longtemps, elle va te crier après un peu pour te dire, pour te rappeler de prendre l'attention. Mais quand elle est sur le régulateur de vitesse adaptatif, dans le bon mode, elle voit les voitures devant elle et elle va se rendre compte s'il y a de la place dans la voie aux côtés pour faire le dépassement. Elle va amorcer elle-même le dépassement. C'est-à-dire que dans l'affichage tête-haute, on va t'afficher une flèche qui change de voie. Le clignotant va s'activer. La voiture va changer de voie d'elle-même, de façon sécuritaire, bien entendu. Elle va faire le dépassement et quand elle va voir qu'il y a de la place, elle va d'elle-même revenir prendre sa position. Alors, littéralement, j'ai à peine contrôlé la voiture entre chez nous et Québec parce que c'est presque en ligne droite sur la 20, tu le sais. Donc, littéralement, la voiture s'est presque conduite toute seule tout au long de l'avant-midi. C'est vraiment phénoménal. C'est vraiment un véhicule qui est impressionnant. Non, pas le plus stimulant dans la mesure où ça demeure, je le répète, une très grosse berline, mais c'est très impressionnant comme conduite et c'est très confortable et c'est très en dehors de mon budget. Malheureux. Et du mien. Et du mien. Alors, mais c'est vraiment une voiture, tu sais, je peux pas vraiment, comme je dis, à part la transmission qui a donné des coups, là, je peux pas véritablement trouver de défaut à ce genre de véhicule-là parce que tout est trop complet. À part, bon, la liste d'options qui est absolument incroyable, tu sais, je veux dire, juste la peinture blanche, c'est 2500$. Les roues, c'est 3000$. Tu sais, c'est plein d'options comme ça. L'ensemble premium, l'ensemble pinacle, l'ensemble exécutif. Alors, il y a pour 40 000 d'options sur le véhicule, mais c'est absolument phénoménal. Puis là, tu rajoutes les taxes et là, tu t'en Ben, tires pas taxe, en bas de 300 000. Là. d'abord, tu as la taxe de cylindrée parce que c'est un V8 4 litres. Donc, tu as une cylindrée supplémentaire, tu as une taxe supplémentaire au Québec. Tu as la taxe de luxe qui est de 10 sur l'excédent de 100 000 ce qui est quand même important. Tu as le transport et préparation et tu as la taxe de vente qui est à 15 bien sûr. Fait que c'est entre 300 et 310 000 je pense, rapidement calculé là, pour obtenir la dite voiture en question. Mais comme je l'ai dit, c'est une voiture à laquelle il est très difficile de trouver de véritables défauts. Ben écoute, j'espère parce que c'est 10 fois plus cher que ce que je vais te parler, là, moi. Là. Je me sens un petit peu plate avec tout ça, là. Non, non. En fait, j'ai commencé par ça parce que je sais pertinemment que la voiture dont toi tu vas parler, les gens vont être plus intéressés parce que c'est le genre de véhicule qu'ils vont avoir les moyens de s'acheter et qui vont peut-être avoir l'intérêt d'acheter parce qu'il y a quand même des bonnes choses, là. C'est un véhicule qui est quand même pas inintéressant. Ben oui, mais tous les véhicules, il y a très peu de véhicules dont on parle qui sont vraiment inintéressants. Puis généralement, on essaie quand même de choisir ceux où on a un peu plus de chair autour de l'os. Hein? Donc, c'est quand même intéressant de voir qu'on peut avoir pour 30 000 quelque chose qui nous amène du point A au point B d'une manière qui est pas complètement différente hein, d'un véhicule qui coûte 300 000. Parce que au bout du compte, là, la Kia K4, On va quand même parler un petit peu de puissance et de confort, là, mais bon. Oui, 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 évidemment, mais tu comprends ce que je veux dire, là? Oui, oui. Pas besoin de se payer 5 000 pour avoir les roues et la peinture blanche quand on peut juste payer 30 000 et avoir une Kia K4. Je sais pas ce que t'en penses, là. Ah, écoute, on est dans deux mondes, là. On est dans Ben oui, véritablement je dans fais deux des mondes. blagues, je fais bien des blagues, mais la K4, c'est en gros là, le modèle le moins cher là, chez Kia. Dans les berlines, c'est la remplaçante de la Forte. Donc, on parle d'un véhicule à peu près la même taille, à peu près le même créneau aussi en termes d'utilisation. Donc, c'est une berline qui est une berline compacte. Et bon, écoute, je pense que son grand attrait, on l'a déjà nommé, c'est le fait que avec les frais de transport et de préparation, pour la version que moi j'avais, qui est la version EX+, qui est donc pas la version là, GT Line, qui est un petit peu plus puissante avec un turbo, mais qui est dans le fond la plus haute des versions de base, ça revient en bas de 30 000 avec les frais et le prix de base. 10 fois moins que la mienne. Ouais, écoute, j'ai pas calculé les taxes là-dessus, tu me diras, mais mettons à peu près 10 fois moins que la tienne. Et bon, on peut quand même voir une différence assez énorme, là, disons ça, parce que c'est pas 10 fois tout à fait, mais c'est 147 chevaux du côté de la Kia K4. Donc bon, c'est quoi, à peu près 5 fois moins? À peu près, là. Je suis pas bon en maths, mais c'est à peu près ça.
Ouais, c'est ça, à peu près 5 fois moins. Évidemment, bon, c'est pas un véhicule qui a d'hybridation, quoique on aurait pu, hein? C'est d'ailleurs un commentaire qu'on passe souvent. Pas un véhicule qui a beaucoup de choix en termes de mécanique, là, donc ni au niveau de la motorisation, ni au niveau de la transmission, parce qu'on parle d'une transmission qui est CVT, on parle d'une traction aussi, donc il y a pas de rouage intégral. La CVT, écoute, moi je déteste pas ça autant que toi, mais je sais que c'est quelque chose qui est assez controversé. Je sais que ça amène un feeling de conduite qu'il y a beaucoup de personnes qui trouvent moins dynamique, que moins le fun, on va se le dire. Mais bon, je pense pas qu'on s'en va avec un moteur 4 cylindres, 2 litres à 147 chevaux pour avoir quelque chose de particulièrement dynamique. Parce que là, La version turbo, elle a une vraie boîte automatique, par exemple. Effectivement, elle a une boîte automatique, 8 rapports, elle est turbo et surtout, en fait, le gros changement, là, il se trouve quand même au niveau du couple et au niveau de la puissance. On parle quand même de 190 chevaux, 195 livres-pieds de couple. On parle aussi d'à peu près 4 000 $ de plus, 3 500, 4 000 $ de plus. Donc bon, peut-être que ça vaudrait la peine si jamais c'est quelque chose qui nous intéresse plus. Mais franchement, comme je le disais, elle se rattrape quand même, là, même la version EX+, à d'autres endroits. Entre autres, je trouve que l'habitacle est vraiment intéressant. Si ce n'est que peut-être un peu bas, là, l'assise est un peu étrange, mais en termes d'espace, c'est vraiment agréable. En arrière, il y a beaucoup d'espace. Même chose aussi pour la valise. On a été faire notre épicerie sans problème. On a été capable de rentrer tout ce qu'on voulait, même à l'arrière. Donc, vraiment, c'est un des gros avantages. C'est une berline quand même assez spacieuse et qui a aussi des technologies assez intéressantes, surtout en termes d'infodivertissement à un prix qui est, somme toute, assez abordable. Parce que, bon, infodivertissement, un écran de 12,3 pouces, donc quand même assez grand, avec la connectivité sans fil de Apple CarPlay, Android Auto. Donc ça, c'est toujours agréable. C'est surtout extrêmement facile à utiliser. Il y a des boutons physiques aussi. Hein? Sur le marché, non mais sur le marché, c'est un symbole de voiture cheap. On va se le dire, presque toutes les voitures plus abordables ont ça, et plus on monte dans le créneau, plus on a de chance de se ramasser avec des boutons tactiles. Mais moi, je trouve que c'est un plus. On en parle souvent, mais c'est un plus. Mais de plus en plus, d'ailleurs, les voitures reviennent aux boutons tactiles, aux boutons physiques, parce que les gens n'aiment pas particulièrement tout ce qui est uniquement tactile. D'ailleurs, je me permets de te dire que cette semaine, tu conduis le summum de ce qui n'est pas physique et tu te rends compte rapidement que c'est une catastrophe épouvantable. On va en reparler, on parle du Volvo EX30, c'est ça? C'est ça, Oui, c'est exactement. ça, EX30, je me souviens jamais, je t'ai pas préparé pour en parler, mais voilà, EX30, puis écoute, je l'ai juste conduit une fois jusqu'à date, là, parce qu'on est en début de semaine, mais j'ai détesté l'expérience spécifiquement pour ça. On va en reparler, entre autres, il n'y a même pas de cadran, c'est terrible. Donc, finalement, on est peut-être mieux avec le K4, ou la K4, plutôt, où on a un cadran assez intéressant aussi. Mais l'endroit où j'aurais aimé un petit peu plus, et je suis pas en train de chialer sur la performance, là, même si, bon, évidemment, on pourrait toujours en avoir plus, mais c'est au niveau des technologies de sécurité, ne serait-ce qu'en option. Moi, je trouve ça un peu décevant qu'entre autres, on n'a même pas la possibilité de rajouter la caméra 360, l'affichage tête haute, ce genre d'affaires-là, qui sont utiles. Parce que bon, il y a les classiques maintenant là, que pratiquement tous les véhicules ont en termes de technologie de sécurité. Donc, on parle de arrêt d'urgence, là, maintien de la voie. Bon, ça s'en vient assez standard. Là, je parle d'un petit luxe, on s'entend, mais quand on nous habitue à conduire des véhicules toujours de plus en plus luxueux, c'est sûr que je peux pas m'empêcher de remarquer que malheureusement, la caméra de recul suffit pas nécessairement. Écoute, ça suffit quand on sait conduire, là, tu me diras, mais on aurait apprécié avoir une petite aide de plus, surtout qu'on parle quand même d'un véhicule là, qui est assez long, même si c'est peut-être pas, encore une fois, la Mercedes que tu nous as présentée. Un détail dont tu peux parler cependant, mais qui fait beaucoup jaser avec la K4, c'est le design. Ça plaît pas à tout le monde nécessairement, là. Écoute, j'ai fait la paix avec... comment dire? Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aiment ça quand on garde une philosophie plutôt claire à travers une marque. Puis je pense que quand on déroge et qu'on essaie d'aller faire
des expériences, appelons ça comme ça. Souvent, ça choque, souvent, ça crée la controverse. Et je dis pas que j'aime particulièrement la silhouette de la K4. Par contre, ce que je dis, c'est que j'encourage les manufacturiers à faire ce genre d'expérience-là parce que, écoute, combien de fois est-ce qu'on a ri, je sais pas moi, là, le Nissan Juke, quoi Oui, d'autre? Plus récemment, les deux Ioniq, là, l'Ioniq 5, peut-être un peu moins que l'Ioniq 6, mais l'Ioniq 6, on l'a traité de tous les noms. Et pourtant, maintenant, on est plusieurs à l'apprécier et je crois que je m'inclus là-dedans, même si j'étais légèrement, disons, dubitatif quand je l'ai vu pour la première fois. On peut d'ailleurs aller écouter l'épisode de notre podcast pour s'en souvenir. Et maintenant, j'ai changé d'avis un peu, pas 100%, mais un peu. Donc, je pense que c'est un peu ce genre de véhicule-là. Le look est controversé dans le sens le plus pur du terme, dans le sens il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui aiment pas. Tu me diras que c'est comme n'importe quelle voiture? Comme on va ouais, parler un petit peu plus tard des Subaru là, qui ont été dévoilés au Salon de New York, je vais pas trop faire de spoilers, mais tu sais, c'est pas bien la beau, là. Outback. Comme... mais les gens qui aiment les Subaru vont dire que c'est superbe. Donc, je pense qu'on parle vraiment de quelque chose. Écoute, on La s'en reparle Outback. tout à l'heure, mais tout ça pour dire, je pense que c'est vraiment des philosophies qui vont avec les goûts, avec les compagnies aussi. Et moi, j'encourage les compagnies, comme je le disais, à sortir de leur langage de design habituel. Dois-je te rappeler que j'ai été propriétaire d'une Pontiac Aztek pendant 3 ans? Qui est franchement pas si pire, qui est franchement, je veux dire, on la regarde avec le recul, là, même si à ce jour, elle se fait niaiser. Moi, j'ai jamais trop compris. Mais bon, c'est peut-être pour ça que j'ai cette opinion-là aujourd'hui, parce que j'ai été élevé avec Exactement. l'Aztec. Mais bon, peut-être que si je te parle de mon prochain essai, c'est un peu moins controversé quand même, là, du côté de chez Hyundai, le Hyundai Tucson hybride. On parle quand même de quelque chose qui est beaucoup plus conventionnel et beaucoup plus Hyundai, là, en termes de look. Ouais. Ben oui, là, écoute, là, tu es dans le standard. La vraie particularité, c'est davantage, je te dirais, la motorisation hybride qui nous intéresse le plus. Ah oui, absolument. Puis d'ailleurs, c'est probablement un de ces aspects les plus intéressants, hein, parce que ça fait une consommation qui est très basse pour la taille que ça a, parce que c'est quand même bon. Eux, ils vont dire là, que c'est un VUS compact, là, je suis sûr. Ouais, c'est ça, exact. C'est un VUS compact. Ils appellent toujours ça VUS compact, mais dans le fond, c'est quand même assez gros. Ouais, Ben, écoute, on est rendu avec des VUS intermédiaires à 3 rangées, là, tu ouais. sais. Donc, écoute, c'est pour ça que je me permets de dire qu'on l'appelle VUS compact, mais bon, on étire un peu la définition de VUS compact avec le Tucson. On parle quand même de quelque chose qui est assez spacieux, là. Non, puis en fait, je trouve que le Tucson, comme le Sportage, parce que c'est les deux compagnies coréennes, on nous présente quand même des modèles qui sont justement assez spacieux, modernes, bien faits, puis ont des silhouettes indépendantes. Mais dans le cas du Tucson, moi, j'aime l'intérieur en même temps. Tu sais, tout est là. Moi, j'ai pas essayé la version hybride, donc je vais te laisser en parler. Mais pour le reste, je trouve que c'est un VUS qui est très, très attirant pour le prix, parce qu'il y a beaucoup d'équipements aussi pour le prix et des versions. Absolument. Puis écoute, je pense que tous les épisodes où on parle de Hyundai, je finis par le dire, mais j'aime la façon qu'ils designent l'intérieur en termes d'ergonomie, en termes de technologie. Je trouve que les choses sont bien placées. Bon, ok, le shifter en arrière du volant, écoute, ça, on finit par s'y habituer. Là, c'est peut-être la chose qui est pas bien placée, mais pour le reste, entre autres, ben, ça permet justement d'avoir la recharge sans fil placée de manière super intéressante en plein milieu. J'aime le système d'infodivertissement, j'aime la connexion Apple CarPlay, Android Auto, sans fil évidemment. Comme franchement, en termes d'habitacle, là, j'ai de la difficulté à trouver un défaut et on le répète, le prix est assez intéressant. Je vais le donner précisément. Là. On parle d'en bas de 50 000. Si je fais le calcul rapidement, ouais, c'est ça, 49 000 quelque chose là, pour la version que moi j'avais, qui est la version hybride Ultimate. Donc, si on commence avec la version Preferred, on peut avoir un véhicule qui est même en bas de 37 000 $. Et là, je répète, avec les frais de transport et de préparation. Donc, évidemment, on n'aura pas tous les avantages, là, surtout pas du modèle hybride, mais à 37 000 $, on a quand même un habitacle de très bonne qualité. Et il me semble qu'on n'est pas bien plus cher de la K4 que je viens de présenter pour quelque chose de beaucoup plus spacieux et même avec un moteur beaucoup plus intéressant et des technologies beaucoup plus intéressantes. Ouais, ben parlant moteur, justement, moi, comme je te dis, je suis curieux de voir quel est l'impact réel de la motorisation hybride parce que le Tucson, à sa base, est relativement économique malgré tout. Là.
Et là, c'est difficile d'être plus économique, je te dirais, pour quelque chose de cette taille-là. Bon, en termes de puissance, on parle de 231 chevaux. C'est pas énorme, mais c'est quand même assez, surtout pour un véhicule de ce prix-là, hein, on le répète. Donc, c'est sûr que c'est pas quelque chose avec lequel on va aller faire de la piste, mais 6,7 litres au 100 Wow! d'affiché. C'est excellent, ça. Et je te dirais que j'ai réussi à faire moins que ça. OK. Beaucoup de villes? Ben, écoute, c'est moitié-moitié, nous, parce qu'à Montréal, même l'autoroute se transforme en ville des fois, à force non, mais on va se dire la vérité. Donc, c'est moitié-moitié souvent là, quand je fais des essais comme ça. Mais malgré tout, il y a des trajets où on a fait moins de 6,5. Et évidemment, je pense que je conduis quand même assez bien en termes d'éco-conduite, là. Donc, faut pas rouler trop vite, faut pas faire le fou, là, pour avoir ce genre de rendement-là. Mais quand même, pour un véhicule, je répète, de cette taille-là, et surtout avec un moteur qui est assez satisfaisant, là. On fait pas de la piste, mais on n'est pas non plus en reste là, quand il faut accélérer sur l'autoroute, quand il faut dépasser sur l'autoroute. On est quand même dans quelque chose qui est très intéressant. Écoute, j'ai de la difficulté à te dire pourquoi, si j'avais cet argent-là, je me l'achèterais pas. Parce que même pour le format urbain, il est intéressant. Je te dirais que, bon, écoute, c'est pas vrai. Moi, je veux un véhicule électrique. Ça, c'est Ouais. la grosse affaire. Euh, mais sinon, j'ai de la difficulté à trouver un problème spécifique avec ce véhicule-là. Particulièrement maniable aussi, puis je veux dire, tu as dû le vérifier parce que, je m'excuse, je suis déjà allé me stationner dans ton stationnement souterrain et ça prend un véhicule qui est quand même capable de tourner rapidement et de façon efficace. Alors, il s'est avéré quand même assez maniable, le Tucson aussi, là. Absolument. Et c'est là que vient justement son affichage, tête haute sur l'autoroute, qui est toujours agréable avec un gros char comme ça, et sa caméra 360 aussi, surtout pour se stationner dans un stationnement souterrain où il y a plein de poteaux de colonnes en béton, là, comme le mien. Donc c'est particulièrement agréable justement quand on a ce genre de véhicule-là, d'avoir toutes ces technologies de confort, je te dirais. Quand on est dans quelque chose de plus gros, c'est certain que ça a un apport supplémentaire. Et je le répète, pour peut-être pas tant que ça plus cher, il faudrait que j'ai vérifié la fiche technique du Preferred. Ben oui, même sur la version Preferred, 360 affichage tête haute sont de série, donc on parle pas vraiment là, d'un budget beaucoup plus grand que même la coquette que j'ai parlé, ou même de compétiteurs sur le marché qui n'ont pas ce genre de technologie-là de disponible. Donc, écoute, moi, franchement, je suis un grand fan du Hyundai Tucson. Et pourtant, c'est pas un modèle dont on parle beaucoup. C'est pas un Non. modèle même qu'on voit énormément sur la route. Mais pourtant, je le recommanderais probablement avant beaucoup d'autres de ses compétiteurs. OK, ben écoute, une excellente note pour le Hyundai Tucson hybride, hein, en termes de consommation notamment, mais pour l'ensemble de l'œuvre, on va se le dire. Oui, c'est vrai que William aime beaucoup Hyundai et la configuration, mais il faut quand même Ah, mais reconnaître pas que... l'Elantra, pas l'Elantra. On va peut-être en reparler, là, mais tu vois, ça, pas l'Elantra. Donc, écoute, c'est la preuve que je suis pas juste un maniaque de Hyundai. Je suis quand même capable de voir les choses de manière objective. Écoute, on va passer à quelques nouvelles, si tu permets, parce qu'il s'est passé quand même pas mal de choses récemment, notamment le Salon de l'Auto de New York, où on a fait plusieurs dévoilements. Pourquoi on vous en parle, même si le salon est à peu près terminé au moment où on enregistre? C'est tout simplement parce qu'il y avait des nouveautés là-dedans qui vont être intéressantes, notamment, et c'est un suivi par rapport à tes essais, avec la Kia K4. Parce que toi, tu avais la Kia K4, la berline, avec la coupée de type un peu fastback, là. Mais là, on nous amènera une version à haillons, une version hatchback, qui est, on parlait du design controversé de la K4 tantôt. Dans le cas du hatchback, le design n'est pas du tout controversé. Tout le monde aime beaucoup mieux cette version-là. On savait qu'elle existait, mais on ne savait pas si elle viendrait au Canada. Mais au Salon de l'Auto de New York, on a profité de l'occasion pour confirmer la venue au Canada d'ici la fin de l'année. Donc, c'est une excellente nouvelle. Ne cherchez pas des changements de motorisation, il n'y en a pas. C'est le même moteur, c'est exactement tout ce que tu nous as dit à propos de la K4. C'est juste que la coquille elle-même est donc différente un peu.
et une couleur exclusive jaune particulier qui va aussi être associée à ça, mais c'est une bonne idée. Toujours du côté de chez Kia, au Salon de New York, on nous a présenté la EV4, qui est en fait une version électrique, une petite berline électrique, plus petite que la EV6. Attention particulier, on n'est pas monté sur la même plateforme. Oui, sur la même plateforme, mais pas sur la même architecture. Parce que, tu sais, la EV6 est montée sur l'architecture 800 volts. Dans le cas de la EV4, on est sur une 400 volts, ce qui devrait ralentir un peu la vitesse de recharge, mais pas de façon massive. On parle quand même de 450 km d'autonomie, mais il va falloir attendre, évidemment, de pouvoir l'essayer au début de l'année 2026. Elle va arriver. Donc, du côté de Kia, ça a été ça. On a aussi présenté une édition Nightfall du EV9, là, une édition spéciale, mais bon, on n'est pas obligé d'aller jusque-là. Du côté de Hyundai, on a profité de l'occasion pour présenter le nouveau Hyundai Palisade. On a redessiné le véhicule. Quand on le regarde, bien sûr, les dimensions sont à peu près les mêmes, mais si tu regardes la partie avant, la calandre, tout ça, c'est vraiment, vraiment remodelé. On a aussi une version XRT. Je sais que tu connais bien l'XRT parce que tu as essayé, entre autres, le Santa Cruz XRT, donc qui est fait un peu plus pour aller hors route. Et la bonne nouvelle, et ça, tu vas être content, c'est qu'on va avoir une version hybride du Palisade. Donc, on va avoir un véhicule qui va être beaucoup plus économique. Du côté de chez Vaux, on nous a présenté un Tiguan Turbo. Et là, tu me diras, oui, mais il était déjà turbo, le Tiguan. C'est vrai, mais là, on a repris le même moteur et on le booste un peu. On est rendu à 268 chevaux pour une version R-Line qui va arriver, elle aussi, bientôt. Il faut rappeler que le Tiguan est complètement redessiné pour 2025. Donc, on ajoute une version supplémentaire un peu plus puissante à la gamme. Et enfin, mais t'en as glissé un mot, mais il faut en parler absolument, c'est Subaru qui a volé le show, littéralement, à New York, en présentant plusieurs éléments. D'abord, le Solterra, que l'on connaît déjà, mais on l'a redessiné, le Solterra. On a une partie avant qui a été beaucoup modernisée, plusieurs éléments qui ont été changés, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on passe de 350 à 450 km d'autonomie. Ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Donc, évidemment, ce sera un bon point pour le Solterra. On a aussi présenté le Trail Seeker. Le Trail Seeker, c'est un nouveau véhicule 100% électrique du côté de chez Subaru qui reprend un peu la silhouette du Solterra, mais qui est un peu plus gros, qui est considéré un peu plus comme du hors-route. Chez Subaru, on a acheté un kit d'ensemble de plastique pour mettre autour des roues. Là. Puis C'est là, on en tellement met... pas beau. C'est exactement à ça que je faisais référence tantôt. Oui, c'est Alors, ça. je pense qu'ils ont acheté un entrepôt rempli de ça puis ils le mettent partout. Là. Alors, ils l'ont mis sur le Trail Seeker. On aime ou on n'aime pas. Je vous avoue que moi, je ne trippe pas, mais bon, c'est ça. Et enfin, le dernier véhicule qu'on a présenté, c'est la Subaru Outback. Bon, on a amélioré la Outback, on l'a agrandi, on a modifié un peu les systèmes de rouage intégral pour le rendre plus performant. On a le X-Mode qui est encore plus efficace. Mais on a dessiné une voiture dont le résultat est pas exactement très édifiant. Je veux dire, c'est vraiment pas beau. C'est un design torturé en avant. Mais tu sais, on a longtemps chialé contre Subaru qui prenait pas de risques. Et là, ils sont peut-être allés un petit peu trop loin dans le côté risque. Tu sais, c'est pas très joli comme véhicule, le Outback. Moi, j'ai toujours aimé le Outback. Je le trouvais super beau. Mais là, je trouve que vraiment, ils sont allés beaucoup trop loin. Et c'est pas quelque chose que je trouve joli. Pas du tout. Et je pense que tu viens de regarder une photo à te voir la face et que tu es d'accord avec moi. Ah oui, absolument, absolument. C'est quoi ce look de râpe à fromage de... Je sais pas. Ça fait vraiment plastique cheap. Je sais pas comment dire autrement. Les trous sont faits comme un emballage dans lequel on a Ah, voulu enlever du plastique pour sauver de l'argent. je sais Je pas sais c'est pas. quoi. Honnêtement, c'est vraiment pas joli. Il y a probablement des gens qui l'aiment, là, et je vous pardonne tout à fait. Mais écoutez, moi, honnêtement, je suis pas capable de m'attarder à la Outback. Donc, c'est un peu dommage, mais c'est triste. Et enfin, un dernier qui a été dévoilé, non pas au salon, mais en marge du salon, c'est le X Grand Equator. C'est un concept que Genesis a présenté qui ne sera pas produit sous cette forme-là, mais allez voir le design. C'est très particulier. C'est une espèce de gros dune buggy avec une double silhouette en avant, double lumière en avant, comme on le fait toujours chez Genesis. C'est
très épuré, alors que du côté de Subaru, on a vraiment joué la carte là, du design avec toutes sortes de reflets partout. Dans ce cas-ci, c'est extrêmement épuré. Ça pourrait donner une idée de ce qui s'en vient du côté de chez Genesis, mais honnêtement, n'attendez pas ce véhicule-là, vous ne l'aurez pas. Je pense que si on mélange la calandre du nouveau Outback avec le Grand Equator, on a le nombre de trous moyens dans une calandre. Exactement. Exactement. En tout cas, bref, le Grand Equator, c'est le dernier qui a été dévoilé du côté de New York. De ton côté, toi, William, tu as aussi quelques petites nouvelles. Oui, ben écoute, c'est des petites niaiseries là, comme d'habitude. Aujourd'hui, c'était plutôt pour vous parler de mes essais, mais quand même, il y a des trucs à parler. Entre autres, tu sais que le marché japonais, hein, ça n'a aucun rapport avec le marché nord-américain. Mais là, je suis un peu triste que ce soit le cas. Quand on voit le dernier véhicule vendu par Toyota, la Toyota Probox. Ouais, en fait, c'est fait par Daihatsu. Donc, c'est pas tout à fait Toyota, mais c'est la Probox, dont le prix commence à 1,5 million de yens, soit à peu près 15 000 $. Ouais, c'est ça, je te pour dire. Tu nous mélanges avec les millions, là, mais. Bon, ok, c'est 94 chevaux, Ouf, OK. 90 livres-pieds de couple, OK. euh, des roues de 14 pouces. Ouais, je pense qu'ici on appelle ça un quadriporteur, hein. Ouais, rendu là, c'est. Hey, des roues de 14 pouces, ça fait longtemps que j'ai pas vu ça, là. Des roues de 14 pouces avec en bas de 100 chevaux. Donc là, je sais comme pas où me situer. D'un côté, j'aimerais vraiment ça qu'on ait la possibilité de l'acheter. De l'autre, je sais que la journée où je l'essaye, je vais chialer sur ce podcast. C'est sûr que c'est cheap, c'est sûr que ça roule mal, mais en même temps, à 15 000 Canadiens, tu t'attendais à quoi? C'est sûr que c'est plus un véhicule très urbain et pas fait pour notre marché, évidemment, là, mais bon. Ouais, ben c'est ça, hein? Faut se rappeler aussi que c'est fait pour des villes qui sont extrêmement denses, où notamment le stationnement est pas nécessairement facile à trouver. Donc c'est sûr qu'il faut considérer que le marché est absolument pas pareil que le nôtre, mais quand on voit qu'il y a des pays du monde où il y a des véhicules qui sont disponibles à, ben eux autres ils disent 10 000 US là à peu près, ou 15 000 Canadiens, on peut pas s'empêcher d'être un petit peu triste, non? Ouais, un petit peu jaloux, je te dirais. Ouais, mais bon, écoute, pour à peu près le même prix, d'après moi, tu vas pouvoir t'acheter le dernier produit de chez Rolls-Royce. Et oui, moi je pense que ça devrait être à peu près 15 000 canadiens. C'est quoi? Bon, pas un char, là, un jeu d'échecs, mais quand même, le dernier produit de chez Rolls-Royce. Et la raison pour laquelle je dis je pense, c'est parce qu'ils n'ont pas spécifié le prix de leur jeu d'échecs. J'étais un peu Quand inquiet quand ça vient Rolls-Royce... Rolls-Royce. Ouais, mais quand Rolls-Royce spécifie pas le prix, là... Je Non, sais pas, je c'est. pense pas que c'est avec celui-là qu'on va apprendre à mes enfants dans le futur à jouer, là. Tu sais, je dis pas ça. Je veux dire, parce que bon, en plus, c'est fait à partir de bois, évidemment, de la même pièce de bois pour assurer une continuité dans le grain, tu sais. Parce que quand tu joues aux échecs, évidemment, une des choses importantes, c'est la Bien sûr. continuité dans le grain. Évidemment, parce que seraient deux fous n'ayant pas le même grain? Exactement. Exactement. Et bon, écoute, ce n'est pas que du bois, là. Il y a aussi des têtes en stainless brossées. Et même si c'est pas du bois, là, les pièces en tant que telles, le grain est plutôt pour la planche en tant que telle, l'échiquier, parce que les pièces sont faites en aluminium et en acier inoxydable, faites pour rappeler des pièces de Rolls-Royce. Donc, ouais. Écoute, ça a l'air un peu de, je sais pas moi, le jeu d'échecs que Darth Vader utiliserait, là. Mais, ça doit être quand même assez badass d'accueillir quelqu'un dans ton salon puis dire, tu sais, voici ton salaire annuel en métal et en bois. Maintenant, tu sais, je vais te mater. Bien sûr. Le jeu de Darth Vader, j'apprécie, oui, c'est ça. Non, mais écoute, je sais pas si t'as été voir les images, mais ça ressemble vraiment au Oh, jeu oui, de Darth Vader. tout à fait. Tu sais, Luc, je Euh, suis ton roi. Non? Ben, écoute, c'est peut-être une bonne transition parce que parlant de roi, en parlant de roi, il y a un monarque absolu qui nous a quittés cette semaine. On oublie souvent hein, que le pape, c'est aussi le roi du Vatican. Et ouais, ben, le pape est quand même connu pour ses véhicules. On a déjà parlé, entre autres, de sa Mercedes qu'il utilise, qu'il utilisait. Hein? Il l'utilise moins depuis qu'il est mort. Mais bon,
Donc, c'est quand même possible. Moi, je gagerais pas sur cette Mercedes-là, mais apparemment que c'est quand même possible de se procurer des véhicules papaux à des prix relativement dérisoires, là. Si on a des auditeurs qui sont des grands collectionneurs de reliques, là, je sais pas si la Fiat 500 2015 que le pape avait utilisée lors de sa visite à New York pourrait peut-être vous intéresser. Là, malheureusement, elle est vendue. C'était l'année dernière que tout ça a passé dans les nouvelles et tout, mais je me permets de ressortir les nouvelles maintenant que le pape revient dans l'actualité pour vous parler de l'enchère qui a été faite chez Sotheby's et ça l'a terminé à 28 000 US. Donc 40 000 canadiens. Mais semble que c'est pas tant que ça pour avoir la Fiat du pape, non? T'as raison, n'empêche que c'est une Fiat 500, là, on va se le dire. OK, c'est une Mais du 500. pape! C'est une 500L, elle est un peu plus grosse, mais non, je comprends. J'avoue que je me serais attendu à plus que ça. T'sais, si ça avait été la Fiat 500 d'Elvis Presley, probablement qu'elle serait vendue à 1 million. Exact, c'est ça, c'est ça. Donc, mais pourtant, le pape, je suis certain que pour certains, hein, ça peut être quelque chose d'aussi important, voire plus qu'Elvis Presley. Donc, voilà, si jamais ça vous intéresse, les véhicules papaux, les reliques, moi, je vous le dis, dans les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années, on devrait en voir là de notre bon ami François, qui est malheureusement décédé. J'ai une dernière chose pour toi. Ah oui, Il fallait qu'on parle de Tesla, me semble, ça fait longtemps. Et on va parler du Cybertruck. J'ai trouvé quelque chose à propos du Cybertruck que j'aime beaucoup. Ah oui? Ouais? Mon Dieu. Ouais. Ça Tu vient du m'inquiètes, magazine Thrasher, qui est un Pardon? magazine de skate. OK. Ben, il l'utilise comme rampe de skate. Oui, absolument. Et je vous invite à aller sur la page Instagram Thrasher Mag pour le voir. Et d'ailleurs, l'article sur lequel je me suis basé, il faut quand même que je donne la source, là, l'article de Motor One. Le titre, c'est Enfin une bonne utilisation pour le Cybertruck. Donc voilà, c'est sur cette note que je me permets de te quitter. Allez voir sur la page Instagram de Thrasher Mag. Vous allez pouvoir voir que le Cybertruck, c'est peut-être pas nécessairement un bon véhicule, mais c'est quand même un pas pire skatepark sur roue. Ouais, mais la vidéo est très esthétique aussi, là, c'est super intéressant. Non, franchement, l'idée est très bonne. Et avec les courbes, ou plutôt l'absence de courbes du Cybertruck, j'avoue que même moi qui fais pas de skate, ça donne un peu envie. T'as tout à fait raison. Alors, c'est incitation à l'exercice et au skateboard qu'on vous quitte pour cette semaine. On espère que l'émission vous a plu et que, bien entendu, vous en avez appris un peu plus sur l'actualité et sur nos essais. On vous invite, bien sûr, à vous abonner sur toutes les plateformes, à nous écouter sur toutes les plateformes. Vous pouvez aussi nous laisser des commentaires et des 5 étoiles. Si vous avez des questions, vous pouvez passer sur la page Gotchard Podcast sur Facebook, bien entendu. Donc, on vous invite à aller là-dessus, à nous poser vos questions, à nous remettre vos commentaires et à être avec nous, bien sûr, lors du prochain épisode qui, on va l'espérer, sera beaucoup moins loin dans le temps que le dernier de Nous sépare. À la prochaine! Bye bye! Gotchard est une production de l'agence MWA Bouchard, à l'animation Marc et William Bouchard, au montage sonore Audrey Denomé et pour la musique thème Kevin MacLeod.